Welcome back to the channel, everyone. Thank you so much for joining me. Bienvenue à tous sur la chaîne. Merci beaucoup de me rejoindre. Le monde se trouve au bord, au tout bord, d'un événement financier sans précédent. Nous devons en parler. Une crise monétaire d'ampleur mondiale se profile, et il ne semble pas qu'elle se limitera à une ou deux économies en difficulté comme auparavant. Nous parlons ici des plus grandes et des plus puissantes économies du monde qui sont en danger. Les signaux d'alerte sont au rouge. 7 grands pays, le Canada, la France, l'Italie, le Japon, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont désormais tous une dette publique supérieure à la taille de leur économie entière. Et au fait, il ne s'agit pas de pays en développement, ce sont des pays du G7. Ensemble, ils forment désormais ce que certains appellent déjà le D7. Jamais auparavant dans l'histoire moderne, autant de géants économiques mondiaux n'avaient été aussi endettés alors que les taux d'intérêt étaient aussi élevés. C'est une combinaison sans précédent et sans mode d'emploi. La simple vérité, c'est que ces pays ont massivement emprunté lors de la crise financière mondiale de 2008, puis à nouveau pendant la pandémie, mais contrairement aux crises passées, ils tentent aujourd'hui de gérer leur dette colossale dans un contexte de taux d'intérêt élevés. En 2020, emprunter était pratiquement gratuit, beaucoup d'entre vous s'en souviennent peut-être, et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Selon le Fonds monétaire international, la dette nette du D7, la dette moins les actifs financiers, représente environ 100% du PIB. Cela n'était jamais arrivé à une époque où les banques centrales avaient relevé les taux d'intérêt de plusieurs centaines de points de base en seulement quelques années. L'emprunt est devenu beaucoup plus coûteux et cela crée une véritable cocotte minute au sein des marchés mondiaux du crédit. Les investisseurs commencent déjà à s'inquiéter et des fissures apparaissent. Le problème ne réside pas seulement dans le montant de la dette, c'est la rapidité avec laquelle le coût de cette dette augmente qui, selon moi, constitue la principale difficulté ici. Les gouvernements refinancent des milliers de milliards de dollars d'obligations existantes et à chaque fois, ils paient nettement plus d'intérêts. Aux États-Unis, les rendements des obligations du Trésor à 30 ans approchent les 5%, ce qui pousse le Trésor américain à emprunter davantage à court terme, simplement pour éviter de s'engager à ces taux exorbitants. Et c'est là que la situation devient vraiment dangereuse. Si les marchés perdent confiance dans la capacité d'un pays à rembourser sa dette, ce qui, on peut le dire, a déjà commencé, ou même s'ils soupçonnent qu'une inflation ou une dévaluation pourrait survenir, les investisseurs commencent à vendre. Et lorsqu'ils vendent les obligations d'un pays, ils vendent aussi, ils se débarrassent aussi, devrais-je dire, de sa monnaie. Et c'est ainsi que commencent les crises monétaires. Les dévaluations ont déjà eu lieu, ce n'est pas nouveau. Pensons à la France dans les années 1950, au Royaume-Uni dans les années 1960, puis à l'Italie dans les années 1990. Mais il s'agissait alors de cas isolés. Aujourd'hui, si un seul pays actionne ce levier, cela pourrait déclencher une réaction en chaîne sur les marchés mondiaux. Parce que voici la sombre réalité. Les pays du G7, ou les pays du G7 si vous préférez les appeler ainsi, doivent encore de l'argent dans leur propre monnaie. Et cela signifie qu'ils peuvent choisir de s'en sortir par l'inflation, ce qui bien sûr implique d'imprimer plus d'argent pour réduire la valeur réelle de leur dette. C'est un raccourci politique qui permet d'éviter d'augmenter les impôts. Une mesure très impopulaire politiquement et qui ne serait ni acceptée ni tolérée, ou de réduire les dépenses, là encore, une mesure très impopulaire. Voilà comment ils s'y prennent. Mais cela a un coût élevé. Ce coût inclut des choses comme l'inflation, la baisse du niveau de vie, l'effondrement de la confiance des investisseurs et, à terme, une fuite devant la monnaie. Lorsque cela se produit, les banques centrales tentent généralement de défendre leur monnaie en vendant leurs réserves. Mais il y a un autre problème.
Les banques centrales des pays du G7 détiennent les devises les unes des autres. Ainsi, lorsque l'une d'elles chute, toutes en ressentent les effets. Le système est étroitement interconnecté. Et une fois que la dévaluation commence, elle reste rarement confinée à un seul pays. En 1967, le Royaume-Uni a dévalué la livre. En quelques mois, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande ont suivi pour maintenir la compétitivité de leurs exportations. C'est un effet domino classique et c'est exactement ce que nous observons actuellement. La même chose s'est produite en Asie. Par exemple, en 1987, la Thaïlande a dévalué, puis la Corée du Sud a suivi, ainsi que l'Indonésie. À l'époque, ces crises étaient principalement limitées aux marchés émergents. Aujourd'hui, c'est le cœur de l'économie mondiale qui est en danger, et les pays développés sont désormais menacés. Imaginons que les États-Unis agissent en premier. Que ce soit par choix ou sous la pression des marchés, le dollar chute brutalement. Immédiatement, des pays comme le Canada, le Mexique et même la Chine pourraient être confrontés à un choix: suivre le mouvement ou risquer de se retrouver exclus du commerce mondial. Parallèlement, les investisseurs institutionnels, qui bien sûr gèrent des milliers de milliards de dollars, seront probablement contraints de réévaluer leur portefeuille. Si une grande devise chute, les autres paraissent trop risqués. Ils vendent massivement. Les marchés obligataires en Europe, en Asie et en Amérique du Nord subissent des chocs simultanés. Mais c'est là que la situation dépasse le cadre d'une simple crise financière. Dans la zone euro, les pays partagent une banque centrale et ils ne sont pas tous également préparés. Si l'inflation commence à se propager dans la zone euro, les tensions politiques pourraient exploser. Cela vous rappelle quelque chose? C'est parce que cela s'est produit en Grèce en 2010. Sauf que cette fois, les montants en jeu seraient exponentiellement plus importants. Alors, que se passe-t-il pour la personne moyenne lorsque les monnaies commencent à s'effondrer? C'est la grande question, et je suis sûre que c'est ce à quoi vous pensez tous en ce moment. Les produits importés deviennent plus chers, les taux d'intérêt grimpent, les mensualités de crédit immobilier s'envolent, les comptes de retraite diminuent, malheureusement, et pour les personnes qui vivent au jour le jour, les courses et l'essence deviennent des menaces financières quotidiennes. Le FMI prévoit déjà des budgets plus serrés et une croissance plus lente à l'avenir. Les tensions commerciales s'intensifient, comme vous le savez si vous regardez mes vidéos, et sans réformes structurelles sérieuses, les pays du G7 n'ont plus beaucoup d'options. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. La dette est trop importante pour qu'on puisse s'en sortir par la croissance. La politique est trop dysfonctionnelle pour réduire les dépenses. Et augmenter les impôts dans ce contexte risquerait seulement de plonger les économies dans une catastrophe totale et absolue. Il ne reste donc qu'une seule voie, la dévaluation, qu'elle soit délibérée ou forcée. Lorsque les monnaies chutent, tout s'effondre avec elles. Rappelez-vous, tout s'effondre avec elles. Salaire, économie, investissement, commerce. Le monde n'est pas prêt à faire face à un effondrement simultané de ses devises les plus fiables, mais c'est pourtant exactement vers cela que nous nous dirigeons. Les crises monétaires asiatiques et russes des années 1990 ont choqué le monde. Mais cette fois, nous sommes réellement prévenus et il faut s'y préparer. La question est maintenant de savoir si les gouvernements agiront avant que les marchés ne les y obligent. Et s'ils ne le font pas, eh bien les répercussions seront mondiales et elles seront historiques. Dites-moi ce que vous pensez de ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup avoir votre avis et faites-nous savoir si vous faites quelque chose pour vous préparer. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette analyse utile, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et n'oubliez pas de me suivre sur Substack et Patreon. J'aimerais beaucoup vous y retrouver aussi. Passez une excellente journée et on se retrouve ici même sur ma chaîne demain. À bientôt.